Il y avait des histoires qui commençaient par une porte qui claque ou par un cri dans la nuit. Celle-ci commence par le poids d'un sac d'oranges contre les petites mains d'une fille. Restez jusqu'à la fin de cette histoire. Abonnez-vous et laissez un like si elle vous touche. Le sac de toile frottait contre les genoux de Marie lorsqu'elle arriva devant la grille du manoir, le soleil tassé sur les tuiles comme un mouchoir trop blanc. Ses doigts étaient encore tièdes de la sève des fruits. L'odeur d'orange acidulée et sucrée suivait chacun de ses pas. 9 ans, pieds dans des baskets usées, jupe un peu dépareillée. Elle tenait la photo dans la poche intérieure de sa veste, près du cœur, comme si le papier pouvait garder la chaleur de la main qui l'avait serrée autrefois. Le manoir dominait la rue. De loin, il semblait une île de silence, murs blancs, fenêtres hautes, un portail de fer poli qui réfléchissait le jour en raies graisseuses. Le jardin qui l'entourait était entretenu avec une précision propre aux maisons où l'on efface les petites tragédies en tondant la pelouse. Un jardinier passait la tondeuse lentement, transformant l'air en un sifflement régulier. Le bruit couvrait les pensées. Marie s'arrêta sur le trottoir, prit une profonde inspiration et sentit la chaleur remonter à ses yeux. Elle avait vendu presque toutes ses oranges ce matin-là. Pour un peu de lait, un cachet pour la mère, un pansement, mais il lui restait ce sac et la question qui l'avait rongé tout le trajet. Pourquoi la photo de sa mère se trouvait-elle dans cette maison? Elle avait appris à ménager ses gestes, à fermer la porte de leur petit appartement sans claquer, à manipuler les pièces comme on manipule des œufs. Son sac ne contenait pas seulement des fruits. Il y avait un billet froissé, une plaquette de médicaments et, repliée sous un plastique, la photographie qu'elle trimballait depuis toujours. Sur le cliché, sa mère souriait de côté, une main levée comme pour masquer la lumière. C'était une image d'avant la maladie, d'avant les nuits sans sommeil, d'avant que Marie apprenne à faire le café sans brûler l'eau. Marie ne savait pas pourquoi ce visage familier était accroché dans le hall d'un manoir, mais elle savait que la réponse devait venir de l'autre côté de la grille. Elle posa le sac d'oranges sur le sol et frappa. 3 coups secs, puis un temps qui s'étira. Une porte s'entr'ouvrit, juste assez pour laisser apparaître l'œil fatigué d'un homme en uniforme, un valet au col trop serré, aux mains qui avaient l'habitude de déplacer des vases et des fortunes sans jamais revoir leur propriétaire. Il observa Marie comme on inspecte un objet insolite trouvé au bord d'une route, avec curiosité professionnelle et distance. « Je vends des oranges, dit-elle simplement, la voix presque un souffle. 5 pour 1 euro, incroyable aujourd'hui. » L'homme fit un pas en arrière, puis un demi-sourire poli. « Nous avons déjà le panier du jardinier, » répondit-il. « Mais tu peux attendre, » dit-il en désignant du menton une chaussée propre. « Le maître est à la maison. » Marie hocha la tête. Elle laissa ses doigts jouer avec les bords du sac, la photographie appuyant contre sa poitrine. Elle avait prévu 1000 façons de recevoir un refus. Elle n'avait pas prévu que son cœur se cogne contre sa cage thoracique comme un oiseau pris. Le soleil alla se loger derrière une rangée de nuages légers et tout devint un peu plus frais. Elle attendit. Il fallut presque 20 minutes avant que la porte ne s'ouvre en grand cette fois, sans lisse interposition. Un grand vestibule apparut, avec un escalier qui montait comme une promesse. À l'entrée, posé sur une console en acajou, un portrait encadré captait la lumière comme s'il la buvait. Marie sentit son estomac se tordre avant même d'atteindre le pas. Le visage du portrait lui fut familier d'un coup, comme un mot entendu entre 2 phrases. C'était la même femme que sur sa photographie, la même inclinaison de la tête, le même sourire à demi voilé, une petite fossette près de la joue gauche. La photo du manoir était plus grande, tirée sur un papier qui avait résisté au temps. Elle était posée au milieu d'autres portraits, mais c'était elle qui dominait, comme un souvenir gardé sur le rebord d'une armoire. Le maître de maison apparut derrière la porte, Marcus, plus grand que ce qu'elle imaginait, avec des cheveux qui commençaient à mêler l'argent au brun, un air exact et contrôlé. Ses épaules étaient larges, sa présence mesurée.
Quand il posa les yeux sur Marie et sur le sac d'orange, quelque chose de subtil traversa son visage, une flèche de reconnaissance qui le fit vaciller un instant. Il s'avança, sans empressement, les mains dans les poches d'un manteau de coupe impeccable. « Tu n'as rien à faire dans le jardin avec ces fruits, dit-il, la voix basse, presque distante. Tu as l'âge pour l'école, pas pour vendre. » Marie sentit la phrase comme un coup sec. Elle serra la photo dans sa main, oubliant la douleur habituelle et la fatigue dans un éclair de colère froide qui ne savait pas comment se formuler entre les dents. « Ma mère est malade, répondit-elle. Elle a besoin de médicaments. S'il vous plaît, monsieur, juste aujourd'hui. » Marcus la regarda, la photographie dans le vestibule attirant son œil. Il la prit en main, hésita, puis regarda le portrait sur la console. Un pli se forma entre ses sourcils, le même qui revenait quand il réfléchissait aux choses qu'il n'aimait pas regarder. « Entre, dit-il enfin, pas pour les oranges, pour parler. » Marie entra comme on franchisse un seuil interdit, avec l'impression d'être aussi petite qu'une pièce perdue. Le parquet résonnait, chaque pas faisant parler la maison. L'air à l'intérieur était plus frais, parfumé à la cire et à quelque chose de propre, un mélange qui n'avait pas de place chez eux. La console, la photographie accrochée au mur, les cadres dorés donnaient l'impression que tout avait été ordonné pour ne jamais se troubler. Pourtant, la présence de Mary, avec sa saleté ordinaire, ses odeurs réelles, dérangeait cette image étudiée. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte sur un monde auquel la maison refusait d'appartenir. Marcus la conduisit jusqu'à une chaise basse près de la cheminée. Il posa une tasse de thé sans sucre devant elle, comme si le rituel pouvait stabiliser une conversation qui n'avait pas encore de mots. « Qui est votre mère ?» demanda-t-il, les doigts touchant le bord de la tasse plus par habitude que par inquiétude. « Comment s'appelle-t-elle » Mary hésita. Dire son nom, c'était poser un autre pas vers la douleur. Mais la photo avait déjà parlé pour elle. « Clara, dit-elle, la voix petite. Clara Dupont. Elle est malade. » Le nom fit comme une brise qui éteint une chandelle. Marcus s'appuya contre le dossier, regardant au loin, comme si le nom ouvrait une porte qu'il avait refermée depuis longtemps. « Clara, répéta-t-il, comme si le nom était une clé. Vous dites qu'elle est malade. Où est-elle maintenant? Qui s'occupe d'elle? » Mary raconta en phrases courtes et laconiques. Les nuits sans sommeil, les visites au dispensaire, l'inquiétude quand les cachets manquaient, l'odeur du désinfectant dans les couloirs de l'hôpital municipal. Clara avait peur que les factures explosent, elle avait peur de déranger. Parfois, elle refusait l'aide. Mary parla des voisins qui prêtaient un peu de sucre, des emplettes faites au pas de course, des heures où sa mère se tenait immobile, regardant la fenêtre, comme si elle cherchait une réponse qui n'arriverait pas. Marcus écouta sans interrompre. Ses traits se firent plus durs, puis plus blancs. Il releva les yeux et regarda à nouveau la photographie sur la console, puis la petite image dans la poche de Mary. Il y avait des années entre ces deux supports, mais le miroir des visages restait troublant. « Cette photo, dit Mary, en la sortant doucement, comme si on tenait un trésor fragile. Elle est la seule chose que ma mère a encore de beau. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Vous la connaissez. » Marcus prit la photo entre ses doigts. Le contact fit remonter des souvenirs, une voix, un parfum de lessive ancienne, une journée d'été au bord d'un parc. Il la contempla plus longuement que nécessaire, l'intérieur de son crâne se tapissant d'images trop rapides à contenir. Une fête dans un jardin, des enfants riant, une femme qui s'approchait d'un jeune homme avec une façon de sourire qui laissait deviner l'avenir. Il posa le cliché sur ses genoux, puis releva la tête, et pour la première fois, Mary vit en lui autre chose que la distance tranquille d'un homme habitué à demander. Il y avait quelque chose de vulnérable, comme une fissure dans une vitre trop tendue. Pourquoi est-elle là? Demande Mary, car la question qu'elle avait répétée 1000 fois la rattrapait maintenant que le moment était venu. Pourquoi la photo de ma mère est-elle dans votre manoir? Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle réponse immédiate. Marcus, qui commandait des décisions et des fortunes, prit son temps pour répondre. Ses yeux cherchaient une encre dans le bois ciré autour d'eux. « C'est une longue histoire, dit-il finalement.
Asseyez-vous encore, je vous prie. Il y a des choses que l'on ne raconte pas d'habitude. » Mary resta droite. Elle sentait ses genoux trembler, pas de froid, mais d'attente. Le soleil, par la fenêtre haute, dessinait une bande lumineuse sur la moquette. Dans cette bande, la poussière dansait comme des étoiles minuscules. Marcus se leva et alla vers la console. Il prit un petit album photographique, l'ouvrit avec précaution et laissa Mary regarder. Les pages étaient pleines d'images d'un autre temps. Des visages, des fêtes, des maisons qui n'existaient peut-être plus. Au milieu de ces images, il trouva une autre face de Clara, plus jeune encore, les cheveux attachés d'une manière qui la rendait à la fois simple et belle. À côté, une image montrait une femme tenant un bébé, pas Mary, mais un nourrisson d'une autre famille. La vie avait été multiple, compliquée. « Elle a travaillé ici, commença-t-il, la voix soudain plus basse, comme si le temps pouvait avaler certaines phrases. Pas longtemps. Elle était aide-soignante pour ma sœur. Une nuit, quelque chose s'est passé. Ma mère a pris peur. Elle a cru que la réputation de la famille pouvait être compromise. Elle a demandé à ce qu'on la retire. » Mary serra le papier. Son cœur battait si fort qu'elle entendait sa propre respiration. Travailler ici, aider la sœur de Marcus, c'était comme si un filet se tendait autour d'elle. La logique des choses revenait, mais avec des angles nouveaux. Sa mère, si humble, avait-elle été mêlée à cette maison, à cette famille qui semblait si loin de leur misère? « Retirer comment ?» demanda Mary. « Vous voulez dire qu'on l'a chassée ?» Marcus hésita une seconde, puis prit une inspiration comme pour se donner contenance. « Pas chassée, corrigea-t-il, écartée. Ma mère a préféré effacer ce qui lui semblait un risque. Clara est partie. On lui a donné une indemnité, une enveloppe, elle a disparu ensuite dans la ville. J'étais jeune, j'ai toujours eu l'idée que c'était compliqué. » Le mot « enveloppe » tomba comme une pierre. Mary sentit une colère froide monter, non pas dirigée vers Marcus seul, mais vers le monde qui façonnait ce genre d'arrangement. Des décisions prises par des mains propres sur l'ordinaire des vies. Clara avait reçu une enveloppe et la vie avait continué, ou du moins avait changé de visage. « Pourquoi garder sa photo ?» demanda Mary. « Parce que dans la logique des choses, on ne garde pas ce qui produit du regret. » « Rose, on ne garde pas ce qui produit du regret. » Marcus la regarda, puis leva la main pour effleurer la photographie encadrée sur la console. Il semblait hésiter entre la pudeur et la reconnaissance. « Peut-être parce que certaines choses ne disparaissent pas complètement, dit-il, comme si on voulait s'en souvenir pour se punir ou se rappeler. J'ai gardé ces images parce que je savais qu'il y avait des liens, des conséquences, mais je n'ai pas su, enfin, ce qu'il en était réellement. » Un bruit léger interrompit la conversation, la porte d'entrée s'ouvrant à nouveau. Une femme au pas décidé entra, vêtue d'un tailleur précis, avec l'impatience logique d'une gouvernante qui connaît chaque recoin de la maison. Son regard s'arrêta sur la scène et elle parcourut Marie d'un regard professionnel qui mesurait les réalités sociales en secondes. « Nous ne pouvons pas garder des vendeurs devant la porte, dit-elle, mais elle se reprit, voyant l'expression de Marcus. « Si vous avez besoin d'aide, monsieur, je peux appeler quelqu'un. » Marcus secoua la tête. « Non, dit-il, pas encore. Marie, veux-tu me dire où se trouve ta mère maintenant? Donne-moi l'adresse, je vais voir ce que je peux faire. » Marie ouvrit la bouche, prête à répondre, mais la vérité était un fil désordonné. Elle donna l'adresse du petit appartement, timide, comme qui glisse une confession dans la poche d'un étranger. Marcus écrivit, d'une écriture nette, une série de chiffres et de lettres. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il sortit son téléphone, regarda l'écran un instant, comme si l'instrument devenait une passerelle entre son monde et le leur. Il hésita, puis composa un numéro.
« Je vais envoyer une voiture, dit-il en raccrochant. Quelqu'un viendra avec une infirmière. Et demain matin, je veux que vous veniez ici avec votre mère, ajouta-t-il, et il posa la phrase comme une promesse ou comme une provocation. Je veux voir qui est la femme qui figure sur cette photo. Si elle est vraiment Clara, alors il faut que l'on parle. Marie ne sut comment accueillir cette annonce. C'était la plus forte aide qu'on lui eût jamais proposée. C'était aussi quelque chose de terrifiant. Aller dans le manoir, rencontrer la puissance qui dissimule les décisions, cela ressemblait à franchir un pont au-dessus d'un gouffre. Elle pensa à sa mère, aux nuits passées à compter les pièces, à la façon dont Clara avait refusé d'appeler le médecin parce qu'elle pensait être un poids. Dire à Clara qu'un homme riche souhaitait la voir, c'était comme lui présenter une clé d'une porte qu'elle avait toujours crainte d'ouvrir. « Vous viendrez avec nous ?» demanda Marcus, en fixant Marie avec une douceur soudaine. « Vous n'êtes pas obligé de rester seul pour tout ça. » La question dégageait une attention sincère, dépouillée de compassion condescendante. Marie sentit qu'elle pouvait répondre par un oui enfantin en sautillant ou par une peur plus authentique. Elle choisit le milieu, un petit oui, presque un souffle. « Oui, dit-elle. »« Si ça peut aider. » Marcus hocha la tête. Il se leva et alla, presque comme s'il suivait une nécessité, tirer un portrait du mur. Ce n'était pas le même que celui qui avait attiré son regard d'abord. C'était une autre prise, une photo où Clara était ensuite dans un geste qui montrait la tendresse simple d'une main posée sur un rebord. Marcus posa la photographie entre eux, comme si elle pouvait être l'élément d'une négociation entre ce que la maison avait été et ce qu'elle pouvait devenir. « Je vous promets que je vais apprendre la vérité, dit-il, et si c'est votre mère, nous trouverons une manière de la soigner sans humilier personne. Je ne veux pas de gestes spectaculaires, juste de la vérité et que l'on agisse correctement. » La promesse de Marcus était à la fois un soulagement et une menace. Ce qu'elle sous-entendait, Mary le comprit vaguement. Affronter la mère de Marcus, Catherine, c'était comme déclencher une tempête contenue. Catherine était la femme qui tirait les ficelles, qu'on citait avec précaution dans la région, celle qui taisait, qui ordonnait et qui avait donné à la maison une intonation froide. Marcus le savait, mais le savoir ne l'empêchait pas de parler haut. Mary retourna chez elle avec une voiture du manoir qui sentait la menthe et le cuir. La femme qui l'accompagnait, infirmière de première ligne, avait des mains qui parlaient de gestes rapides, d'une habitude à réparer. Mary tenait la photographie comme si elle s'enfonçait plus profondément dans sa poche. Elle pensa à la mère qui allait ouvrir la porte à la nuit, peut-être surprise, peut-être heureuse. Elle se demandait s'il était possible qu'une proposition venue de l'intérieur de ce manoir puisse ramener une autre vie, une qui ne soit pas marquée par la peur et le regard baissé. Chez eux, Clara dormait dans un fauteuil. La maladie avait creusé des ombres sous ses yeux, mais sa joue portait encore la marque d'un sourire qu'aucun hiver ne pouvait entièrement effacer. Quand Mary entra, elle sursauta, les doigts entremêlés sur sa couverture. « Maman, » dit Mary, sans précipitation, « il y a un monsieur, il veut te voir. » Clara ouvrit les yeux. Un mélange d'incrédulité et d'alarme passa sur son visage. « Un homme, quel homme ?» demanda-t-elle, la voix faible. Mary posa la photo sur la table de nuit. La lumière qui filtrait par le rideau la rendait plus présente encore. Clara posa les doigts sur l'image, comme sur une relique. Sa respiration devint plus lente. Elle savait ce que signifiait venir. Elle savait que tout pouvait se délier ou se resserrer plus encore. « Marcus, dit-elle enfin, comme si prononcer le nom lui arracherait une vérité ancienne. Marcus avait l'air, il a dit qu'il viendrait, il a dit qu'il voulait qu'on parle. » Clara se leva avec difficulté. Ses mains tremblaient, pas seulement de faiblesse, mais d'une émotion compliquée, honte, nostalgie, peut-être un espoir. Clara posa la photo sur la table de nuit. La lumière qui filtrait par le rideau la rendait plus présente encore. Clara posa les doigts sur l'image, comme sur une relique. Sa respiration devint plus lente. Elle savait ce que signifiait venir. Elle savait que tout pouvait se délier ou se resserrer plus encore. « Marcus, dit-elle enfin, comme si prononcer le nom lui arracherait une vérité ancienne. Marcus avait l'air, il a dit qu'il viendrait, il a dit qu'il voulait qu'on parle. » Clara se leva avec difficulté.
Ses mains tremblaient, pas seulement de faiblesse, mais d'une émotion compliquée. Honte, nostalgie, peut-être un espoir. Elle regarda Mary, puis le sac d'orange sur la table, le même sac que Mary avait porté toute la journée, les écorces qui avaient laissé leur parfum. Puis elle sourit, une fraction de sourire qui en disait plus qu'un long discours. « Très bien, dit-elle, la voix claire malgré tout. « Prépare-toi, nous irons demain. » La nuit fut courte. Mary n'arrêta pas de penser. Elle imaginait des scénarios où la maison s'ouvrirait à elle comme l'océan à un navire fatigué, et d'autres où la porte se refermerait et laisserait leurs vies inchangées. Mais la promesse de Marcus avait allumé quelque chose. Même la lumière pâle au-dessus du lit semblait différente, accrue d'une possibilité. Le lendemain, la voiture attelée au manoir arriva comme un signe tangible. Une infirmière aida Clara avec des gestes pratiques et sans jugement. Marcus les attendait à l'entrée, les mains noyées dans des gants invisibles d'attention. Quand la voiture s'immobilisa devant la grille, Mary sentit sa gorge se serrer. Elle serra la main de sa mère plus fort, comme pour ancrer la réalité. Ils traversèrent la cour ensemble, puis le vestibule, et tous trois retrouvèrent la photographie sur la console, la même qui avait déclenché tout cela. Marcus les conduisit dans un salon plus bas, où la lumière tombait en douceur et où un thé attendait encore. Catherine n'était pas là. On leur dit qu'elle avait un engagement, une réunion, un déjeuner, des mots polis qui dissimulaient l'ombre d'une absence stratégique. « Nous allons attendre qu'elle soit disponible, » annonça Marcus, comme s'il croyait que la patience pouvait transformer une nécessité en dignité. « Entre-temps, dit-il à Clara, vous pouvez vous reposer ici. Nous avons des chambres d'amis. » Clara posa sa main sur le bras de Mary, comme si elle voulait la rassurer et la remercier à la fois. Mary sentit l'air changer autour d'elle, une mixture d'espoir, d'examen, de pensées rapides qui tournaient en cercle dans la maison. Elle savait que la présence de Catherine finirait par se faire sentir, comme une variation dans la pièce. Quand cela arriverait, il faudrait qu'on soit prête à parler, à défendre leur nom, à affronter des accusations qu'elle n'avait peut-être jamais comprises. La conversation tourna autour de formalités, de téléphones, d'organisations médicales. Marcus confirma qu'il avait demandé un test ADN pour lever tout doute, une procédure qui prendrait quelques jours, dit-il, mais qui apporterait la certitude nécessaire pour avancer. Il expliqua la démarche d'un ton calme, sans triomphalisme. Il voulait protéger, non embarrasser. Mary avait entendu parler du test, d'images qu'on lui avait parfois présentées à l'école, mais jamais dans un contexte où s'il s'agissait d'établir la vérité d'une femme qui avait sacrifié sa vie pour la garder. Puis, quand tout sembla se stabiliser, une porte claqua, pas violemment, mais avec cette fermeté qui annonce l'entrée d'une autorité. Catherine entre dans le salon comme une marée, impeccablement vêtue, coiffure parfaite, regard qui mesurait. Elle remarqua clair la présence de Clara et de Mary, observa la photo posée sur la table et parla avec une voix polie qui n'avait pas d'émotion apparente. « Marcus, dit-elle, j'ignorais que vous receviez des visiteurs aujourd'hui. Qui sont-elles » Le moment de vérité s'approchait. Marcus se leva, rapprocha Clara d'une chaise, posa une main sur son bras, protectrice. La maison semblait retenir son souffle. Mary sentit sous elle le bois du fauteuil comme la base d'un théâtre où l'on allait exposer des vies. Elle serra la main de sa mère et se prépara à poser la question qui l'avait menée jusqu'ici, la même qui brûlait encore. Pourquoi sa mère était-elle dans cette maison et pourquoi avait-on tenté de faire d'elle une ombre loin des regards? Catherine plissa légèrement les yeux, comme si elle mesurait la valeur des images et des personnes devant elle. Puis, sans changer de ton, elle regarda Mary et prononça précisément comme si elle pesait chaque mot. « Alors, c'est toi la fille. Pourquoi viens-tu remettre des choses anciennes sur la table ?» La question de Catherine était loin d'être innocente. Elle contenait un reproche et l'implicite d'un pouvoir qui pouvait décider de l'avenir d'autrui.
Mary sentit le sang battre à ses tempes. Elle leva la tête et pour la première fois dans sa vie, trouva en elle l'audace d'une enfant qui n'avait plus rien à perdre. « Pourquoi la photo de ma mère est dans votre manoir ?» demanda-t-elle, le regard droit, la voix qui ne tremblait que d'une toute petite vibration. « C'est la seule chose que ma mère a gardée. Pourquoi vous l'avez gardée, ici, chez vous ?» Tous les regards se tournèrent vers Marcus. Catherine resta immobile, comme si la question la frappait ailleurs que dans l'orgueil, peut-être dans une mémoire qu'elle croyait enfouie. Et Marcus avait l'air d'un homme surpris de se voir pris au piège par sa propre histoire. Il prit une profonde inspiration, chercha ses mots et regarda la photographie sur la table, puis Mary, puis Clara. Son visage se fit plus nuancé que ce que Mary avait vu jusque-là, ni protecteur absolu, ni accusateur, mais quelqu'un qui comprenait que des vérités anciennes réclamaient d'être dites. « Parce que, répondit Marcus enfin, et sa voix était basse, parce que cette photo me rappelait ce que nous avons perdu et ce que nous avons évité de regarder. J'ai gardé des choses que j'aurais dû affronter plus tôt. Je ne peux pas effacer cela, mais je peux essayer de le réparer. » La phrase tomba comme une petite bombe tranquille. Catherine entr'ouvrit les lèvres, prête à répondre, peut-être à nier, à justifier. Au moment où la tension semblait prête à basculer, Mary comprit qu'elle venait d'ouvrir une porte qui n'allait pas se refermer d'elle-même. Elle avait demandé et le manoir avait donné une promesse, la promesse d'une enquête, d'une vérité. Mais la vérité pouvait faire saigner, elle pouvait réveiller rancœur, faire tomber des statues d'un air redoutable. Les heures suivantes furent une succession de petites décisions. Marcus demanda que l'on respecte la dignité de Clara. Il contacta un médecin de confiance. Il promit que la démarche du test ADN serait discrète. Catherine parla peu, ses yeux oscillant entre une froideur instinctive et des instants de remords difficilement contrôlés. Mary sentit qu'un combat se dessinait. Non pas un combat de poing, mais un affrontement de mémoire et de responsabilité. La nuit vint avec des promesses encore ouvertes. On laissa Clara dans une chambre d'amis aux draps blancs et rassurants. Mary s'endormit, le visage contre l'oreiller, avec le parfum fin d'orange encore sur ses mains. Elle pensa à la façon dont une simple question, posée au bon endroit, pouvait déclencher une suite d'événements qu'on ne maîtrisait plus. Elle se demanda aussi si la promesse de Marcus suffirait à contenir la tempête que Catherine pourrait déclencher en se défendant. Au matin, tandis que le manoir retrouvait ses bruits feutrés, Mary se réveilla avec l'image de la photo encadrée devant les yeux. Elle se leva, passa sa main sur son sac d'orange et reprit sa place dans l'ordre du monde. La vérité venait de frapper la porte et il fallait maintenant y répondre. Mais la route entre la parole et la réparation est longue et Mary en sentit déjà les marches sous ses pieds. La première étape, elle le savait maintenant, était d'attendre le résultat du test. Le reste viendrait après. Des mots, des excuses, des actes. Et peut-être, avec le temps, quelque chose comme le pardon. Pour l'instant, elle prit la main de sa mère et toutes deux descendirent les marches du manoir, ayant franchi un seuil qui n'avait été pensé que pour ces moments rares où l'on doit choisir entre dissimulation et vérité. Elles allaient, ensemble, demander réponse à une maison qui avait gardé le portrait de la femme qui avait pris soin d'un membre de cette famille, puis l'avait laissé partir. Alors qu'elles se trouvaient à la porte du salon, prêtes à affronter Catherine ensemble, Marcus s'approcha encore une fois. Il posa sa main sur l'épaule de Mary d'un geste qui cette fois ne paraissait ni distant ni condescendant, mais ferme et humain. « Si quelque chose vous effraie, dit-il doucement, nous ferons autrement, vous n'êtes pas seul. » Mary leva les yeux, vit l'incertitude et la détermination mêlées sur son visage et comprit que la réponse qu'elle cherchait était peut-être plus complexe qu'une explication simple. Mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait pris le risque de poser la vérité au centre d'une histoire qui a pendant des années vécu dans l'ombre. Ils se dirigèrent vers la porte, Catherine était là, attendant, ses mains jointes, le regard acéré. L'air vibra d'une attente lourde.
Mary sentit la photographie dans sa poche comme un petit cœur battant. C'était l'instant. Elle prit une grande inspiration, posa sa main sur la poignée et entra. La porte se referma derrière Mary comme s'il s'agissait d'un couvercle sur un secret longtemps retenu. La lumière du salon semblait plus froide que d'habitude, ou peut-être était-ce simplement la façon dont l'air avait changé, chargé d'une gravité nouvelle. Catherine resta immobile un instant, comme si elle cherchait à rassembler une contenance que les années avaient émoussée. Mary posa la photographie sur la table basse, face visible au milieu d'eux. Le cadre ancien, le verre légèrement piqueté par le temps, renvoya un reflet brisé du chandelier suspendu au plafond. Clara, qui n'avait pas encore dit un mot, se rapprocha presque sans le vouloir, ses doigts serrant la lisière de sa robe comme pour s'accrocher à une réalité. « Vous reconnaissez cette femme ?» demanda Mary, d'une voix qui n'avait rien d'accusateur, seulement la fermeté tranquille de celui qui attend une réponse. Catherine fixa la photographie. Au début, ses yeux passèrent sur les traits à la recherche d'une familiarité lointaine. Puis, lentement, quelque chose se fissura dans son expression. Son visage perdit de sa dureté, mais non sa dignité. Il y eut un silence où l'on put entendre la maison respirer. « commença-t-elle, la main tremblante, « je la reconnais. Elle travaillait ici, autrefois. Elle s'appelait Hélène. » Le nom se posa entre eux comme une pierre claire. Hélène. Mary sentit son cœur faire un petit saut, puis se stabiliser. Marcus sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Il avait connu ce nom en passant, murmuré parfois dans des conversations vaines où on évoquait l'aide d'il y a longtemps, mais jamais avec cette précision. « Hélène, reprit Mary, pouvez-vous nous dire ce qu'il y est arrivé, madame ?» Catherine prit une inspiration qui trembla. Elle eut l'air d'une femme rattrapée par un passé qui n'avait pas su rester là où il devait, un passé qui revenait réclamer ses dettes. « Elle est partie, dit-elle enfin. Elle est partie avec ce qu'elle a pu prendre et sans prévenir. C'était un choc pour tout le monde. À l'époque, nous ne savions pas comment gérer une fuite comme celle-là. J'ai essayé d'éviter le scandale. J'ai pris des décisions pour protéger la maison. Je pensais faire le mieux. Je pensais... » Sa voix se brisa. Je pensais la protéger aussi, d'une façon maladroite. Clara releva la tête, les yeux pleins d'une inquiétude nouvelle. « Vous l'empêchez de rester ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Vous l'avez renvoyé ?» Catherine ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une fatigue qui n'était pas seulement physique. « Non, je ne l'ai pas renvoyé parce que je le voulais. J'ai organisé certaines choses, oui. J'ai fait des propositions. De l'argent, un départ sûr. On m'avait appelé pour éviter des ragots, pour que l'on ne raconte pas que la maison est molle, vulnérable. À l'époque, nous pensions que c'était la seule voie. Je regrette profondément. » Marcus échangea un regard avec Mary. Il y avait dans son expression une reconnaissance amère, enfin une admission. Mais la question qui restait, lourde comme un rocher sur la poitrine de Clara et de Mary, ne se dissolvait pas avec des regrets. « Et son enfant ?» demanda Mary. « Hélène avait-elle quelqu'un qui est resté? Un mari, un fils, une fille ?» La phrase tomba comme un seau dans l'eau. On attendit la remontée. Catherine eut un geste d'évitement, la main posée sur le cadre de la porte, comme si la surface lui donnait l'équilibre. Ses doigts tremblaient encore. « Je ne sais pas tout, dit-elle. Hélène gardait des choses pour elle. Je sais seulement qu'elle est partie avec une petite valise et que quelques semaines plus tard, quelqu'un est venu chercher une lettre pour elle. Je n'ai jamais su où elle était allée exactement. J'ai signé des papiers, je crois. À l'époque, j'ai signé des choses pour faire cesser l'histoire. Je ne veux pas que vous me preniez pour une mauvaise personne. Je pensais que c'était la façon de protéger la réputation de ceux qui restaient ici. » Clara la regarda avec une intensité qui frôlait la colère. Mais sa colère semblait d'abord dirigée vers l'injustice du monde, pas exclusivement vers Catherine. « Vous dites que vous avez signé des papiers. Qui a payé pour qu'elle parte ?» demanda-t-elle. « Et pourquoi personne n'en a parlé à Hélène? Pourquoi ne l'a-t-on pas aidée à rester si elle le voulait? Pourquoi l'a-t-on poussée à partir ?»
Les mots étaient simples et droits, mais ils portaient le poids des années. Mary sentit un battement de peur. Si Catherine avait orchestré un départ, peut-être avait-on séparé une mère de son enfant. Peut-être que Clara tenait devant eux l'ombre d'une filiation non reconnue. Catherine baissa la tête. Quelques larmes, lentes et sans bruit, roulèrent le long de ses joues. « Peut-être que j'ai cru que c'était le mieux, » répéta-t-elle. « Peut-être que j'étais lâche. Je pensais qu'en éloignant Hélène, je la protégeais des malheurs qu'elle ne pourrait pas porter ici. Mais je ne sais rien de son enfant. Je n'ai jamais su. Et chaque nuit, je me suis dit que j'avais peut-être brisé quelque chose que je n'aurais jamais dû briser. » Marcus posa sa main sur l'épaule de Catherine, non pour la défendre, mais pour tempérer l'air devenu trop vif. Il trouva les mots qui n'accusaient pas, mais qui demandaient des preuves, des faits, une vérité qu'on ne pouvait réparer qu'avec des actes concrets. « Nous ne sommes pas ici pour condamner, dit-il. Nous sommes ici pour savoir. Vous avez permis que l'on parte dans le silence. Vous dites ne pas savoir où Hélène est allée. Mais il existe des traces. Il existe des papiers, des lettres, des reçus. Si vous dites la vérité, nous devons chercher ensemble. Si nous voulons savoir si Clara a un rôle dans cette histoire, nous devons l'examiner avec patience. Nous avons lancé un test. C'est ce test qui dira peut-être si la photo n'est pas seulement une image du passé, mais un lien vivant. Clara serra les poings, puis les ouvrit, laissant retomber sa main sur ses genoux. « Je veux juste savoir d'où je viens, dit-elle. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas pour l'argent, ni pour un titre, c'est pour comprendre qui je suis. J'ai passé ma vie à me sentir entre deux mondes, une aide, une étrangère. Si je suis lié à cette maison, alors tout change. Si je ne le suis pas, alors je pourrais peut-être partir plus légère. Mais vivre sans savoir m'a rongé. » Mary sentit à cet instant précis la force tranquille qui l'avait poussée à poser la question initiale. Ce n'était pas simplement une curiosité, c'était une exigence de justice, humaine et droite. « Nous attendrons le résultat du test, dit-elle ensuite. Nous n'avons pas besoin de forcer plus que nécessaire maintenant. Mais si vous avez des papiers, Catherine, si vous avez des noms, des adresses, des lettres, toutes choses qui pourraient nous guider, nous voudrions les voir. » Catherine hocha la tête. Elle parut rajeunir d'un fragment, comme si confesser, pour la première fois, apportait un peu de soulagement. « Il y a un coffret dans la chambre d'appoint, dit-elle, d'une voix qui, étonnamment, était claire. Un petit coffret en bois. J'y ai rangé des lettres, des reçus, des choses que j'ai cru ne jamais devoir montrer. Je ne l'ai jamais ouvert depuis. Je peux vous le donner. » Marcus se leva, doucement, et alla vers la bibliothèque. Ses pas firent craquer le parquet dans un rythme familier. Il prit une chaise près de la table et s'assit, comme pour marquer la transition, de la parole aux actes. La pièce sembla retenir son souffle. « Montrez-le-nous, dit-il. » Catherine quitta la porte, remonta l'escalier vers les chambres avec cette démarche mesurée des personnes qui se surprennent à revenir sur des lieux pleins de mémoire. Mary la suivit sans réfléchir. La montée des escaliers redonna une certaine intimité au groupe. Le murmure des voix s'amplifia, plus humain, moins cérémoniel. Climactiquement, Clara resta au bas des marches, incapable, peut-être, de se trouver entre deux actes trop symboliques. La chambre où Catherine entra était tapissée d'un papier floral qui avait connu des décennies. Sur la coiffeuse, quelques flacons de parfum, un bracelet qui ne brillait plus, des photographies en désordre. Catherine fouilla sur la petite commode, ouvrit un tiroir et en sortit, avec des doigts qui semblaient vieux de 30 ans, un coffret en bois poli sur lequel était gravé un motif discret. Elle posa le coffret sur le lit. Sa paume hésita, puis elle le défit. À l'intérieur, pliées avec une précision presque religieuse, se trouvèrent des lettres, liées par un ruban, une enveloppe jaunie scellée encore, quelques reçus, et, au fond, une note écrite d'une main forte mais pressée. « Ce sont des choses que j'ai gardées, dit-elle. Je n'avais jamais eu le courage de les lire à nouveau. » Marie prit la note et déplia le papier. Les mots étaient serrés, l'encre ayant pâli, mais la main restait lisible.
C'était une lettre adressée à Madame, signée Hélène, datée d'un été ancien. Hélène remerciait pour la place qu'on lui avait donnée, parlait d'une peur qu'elle ne savait pas formuler et mentionnait un nom qui fit vaciller la voix de Marie. « Je vous confie la vérité sur mon enfant », lut Marie à voix basse. « Je vous confie qu'il a les yeux de son père et que je n'ai pas la force de l'élever seul. Si vous pouvez, aidez-le. Si vous ne le pouvez pas, regardez-le et souvenez-vous qu'il a été aimé ici. » Elle signait H. Marcus la regarda, puis, lentement, tendit la main vers les reçus. L'un d'eux portait le tampon d'un notaire d'une ville voisine et une date. Un autre, plus récent, indiquait le paiement d'une somme pour voyage. Il y avait aussi une enveloppe scellée, sans adresse, que Catherine poussa vers eux comme si elle la délivrait d'une longue garde. Je n'ai jamais su pourquoi cette lettre disait « Si vous pouvez, aidez-le », murmura Catherine. « Peut-être que je n'ai pas fait assez. Peut-être que j'ai mal compris. » Clara prit la lettre des mains de Marie, la regarda encore une fois, puis la glissa près de son cœur comme pour y recueillir un écho. « Il y a un notaire dans la ville voisine, dit Marcus. Si nous retrouvons ce dossier, nous pourrions savoir qui a reçu l'argent. Si quelqu'un a payé pour qu'elle parte, il y aura des traces. » Marie leva les yeux vers Catherine avec une intensité paisible. « Ce que vous avez retenu ne pourra pas disparaître, dit-elle. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est assembler les pièces de ce puzzle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui a payé, il s'agit de retrouver une vie, une histoire, une filiation. » Catherine avala. Sa main chercha la main de Marie et leurs doigts se trouvèrent, hésitants puis fermes. Ce contact, minuscule, sembla sceller un pacte. Elles iraient chercher ensemble ce que le silence avait enseveli. Ils redescendirent ensemble, le coffret serré contre la poitrine de Catherine comme une offrande. Dans le salon, la chambre d'amis paraissait moins étrangère. Clara s'assit enfin à la table, plus près d'eux qu'auparavant. « Et le test ?» demanda-t-elle. « N'avons-nous pas déjà un moyen de savoir sans tout retourner? Nous coûte-t-il beaucoup d'attente? » Marcus fit un signe de tête vers l'enveloppe ouverte sur la table, là où la photo reposait toujours. « Le test nous donnera une réponse biologique, dit-il. Mais les papiers nous donneront un contexte. Les deux doivent aller de pair. Si le test confirme un lien, nous pourrons alors utiliser ces documents pour comprendre quels choix ont été faits, qui a décidé quoi et pourquoi. » Mary se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Elle regarda le jardin qui s'étendait, calme, comme si rien n'avait jamais troublé sa surface. « Si le test confirme, murmura-t-elle, la maison devra reconnaître, publiquement ou non, ce qu'elle a caché. Ce ne sera pas facile, mais nous le devons à Clara et à Hélène, si elle est encore en vie quelque part. » Clara posa sa main sur la photographie comme pour aligner le passé et le présent. Son regard se perdit dans les yeux de la femme capturée sur le papier, et, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au manoir, l'espace entre elle et cette maison parut moins infranchissable. Un tintement léger se fit entendre, la sonnette de la porte d'entrée. À l'extérieur, peut-être, le monde continuait à suivre ses lois. Marcus se leva pour aller voir, geste banal qui ponctuait, de façon presque incongrue, l'intensité de la discussion. Il revint avec un petit paquet brun qu'il avait trouvé sur le perron. Le paquet contenait le rapport du laboratoire, une feuille polie qui, entre leurs mains, devint tout à la fois espoir et menace. Le nom du laboratoire brillait en en-tête. Il y avait une signature, il y avait au bas de la page une case où l'on pouvait lire « Résultat en attente », ces lettres austères qui suspendaient un destin. « Ils ont appelé, dit Marcus. Ils n'ont pas envoyé le résultat par courrier. Ils m'ont dit qu'ils seraient prêts cet après-midi. Mais, aujourd'hui ou demain, ajouta-t-il, ce n'est plus seulement une question de temps, c'est une question de courage. » Leur courage dans cette maison prit soudain une forme collective. Ils n'étaient plus isolés dans leur peine. Ils allaient ensemble ouvrir des tiroirs, lire des lettres, pousser des meubles, interroger des archives.
La vérité, même si elle blessait, ne tomberait pas comme une condamnation instantanée. Elle serait tissée, pièce par pièce, par des mains qui voulaient réparer. Mary posa la main sur l'épaule de Clara. Elle ne dit rien de grandiose. Elle offrit seulement, dans le silence, la promesse de rester. Catherine, les yeux rougis, fit un pas vers Clara, hésita, puis s'arrêta. Entre elles deux, l'histoire avait trouvé un espace pour respirer. Ils décidèrent à la fin de commencer par la salle d'études, où d'anciens registres et un coffre-fort, accoutrement de famille, plus symbolique qu'efficace, gardaient les traces d'une génération. Marcus proposa d'en ouvrir les tiroirs. Mary insista pour revoir la correspondance de la période où Hélène avait disparu. Catherine offrit le coffret, ouvert maintenant comme point de départ. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'étude, l'après-midi glissait vers le soir. À travers les fenêtres, les ombres s'allongeaient, mais la maison, pour une fois, ne cachait plus tout. Elle laissait filtrer la lumière sur ce qui avait été mis sous le tapis. Là, dans la pénombre, peut-être, se trouvaient des réponses, peut-être aussi d'autres questions, mais il fallait avancer. Ils poussèrent la porte de l'étude ensemble. Le parfum du cuir ancien et du papier jauni les accueillit. Sur le bureau, un encrier séché et un lot de chemises à élastique étaient alignés comme des témoins. Marcus tourna la clé d'un petit meuble au tiroir et le bruit du métal contre le bois fit écho dans la pièce. « Si nous trouvons quelque chose, dit Mary, ce soir nous en discuterons. Nous déciderons des pas suivants avec prudence. Personne n'a à craindre l'exposition inutile. Nous cherchons la vérité, pas le spectacle. » Catherine hocha la tête. Clara, le visage tendu, mais à présent animé d'une énergie plus décidée, s'approcha du premier tiroir. Ses doigts, quand ils touchèrent le papier, tremblaient, mais la tremblante était celle d'une personne prête à faire face. Ils commencèrent à vider les tiroirs. Lettres, factures, cartes postales, brouillons. Parfois un nom, parfois une adresse, parfois simplement un adieu griffonné d'une plume nerveuse. Chaque morceau jetait une lumière microscopique sur un passé bigarré. Au milieu, comme une balise, la photographie d'Hélène semblait attendre d'être replacée dans son époque. Alors que la lampe de bureau jeta sa cercle chaude sur le papier, Mary trouva une enveloppe marquée d'une main connue, celle d'un avocat que son père consultait jadis. Le cœur lui fit un saut. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un document scellé, officiel, portant le tampon d'une institution locale et une annotation à la main dans la marge « S'occuper d'Hélène, dossier clos ». Les 5 personnes présentes se regardèrent. Quelque chose dans la ligne de ce mot « clos » sonna faux, comme si l'on avait voulu en finir avec une histoire sans en expliquer les raisons. « Nous devons lire ça, dit Marcus, et dès que le test est là, nous aurons une image plus nette. » Clara prit la feuille, la serra entre ses doigts, puis la posa sur la table devant elle. Ses yeux parcoururent les mots avec une rapidité tremblante, puis s'arrondirent. « Il y a une adresse, dit-elle, une ville au sud. Ils disent qu'Hélène s'est rendue là-bas pour rejoindre un frère. Il y a même un numéro de rue. » Mary sentit une traction douce mais inexorable. La maison avait livré un fil. Si l'on tirait dessus, il serait peut-être possible de remonter au tissu tout entier. « Alors nous irons là-bas, dit-elle simplement. Nous irons si le test nous le dit. Et si le test nous ne le dit pas, nous déciderons avec prudence. Mais je veux que vous sachiez, Clara, nous avancerons ensemble. » Clara leva les yeux, comme si la proposition d'un déplacement prêtait à l'avenir une forme tangible. Il y eut une sorte d'accord silencieux. On ne parlait pas de vengeance, ni de réparation spectaculaire. On parlait seulement de restituer des noms et des lieux à ce qui avait été effacé. Le crépuscule s'épaissit autour d'eux. Sur le bureau, les papiers formaient un petit tumulus de vérité à peine révélée. La lampe faisait miroiter l'or de certains timbres, révélait l'encre sépia des adresses, donnait une empreinte presque sacrée à ces fragments de vie. Marie se leva et, pour un moment qui fut presque une pause de respiration, regarda chacun d'eux à la lueur.
Dans leurs traits, il y avait la fatigue, mais aussi quelque chose de semblable à une résolution. « Nous ne serons pas tout aujourd'hui, dit-elle, mais nous aurons commencé, et c'est déjà beaucoup. » Ils se quittèrent sur cette idée. Pas de jugements hâtifs, mais une marche commune vers la vérité. Chacun regagna sa chambre, prit un repas frugal au coin du feu et se coucha avec la conscience aiguisée d'un lendemain chargé. Le manoir, qui avait connu tant de silence discipliné, avait cédé sa première porte. La nuit passa, lourde et dense. Au matin, la pendule de la salle à manger sonna lentement. C'était le bruit d'une journée ordinaire. Pourtant, le téléphone de Marcus sonna à l'heure où l'aube commençait à changer le ciel. On l'entendit décrocher dans le couloir, le pas rapide. Puis il revint, les traits tirés mais porteurs d'une lueur différente. « Ils ont appelé, dit-il. Le laboratoire a un résultat. » Un souffle collectif monta de la salle. Les tasses sur la table tremblaient. Marie sentit ses mains devenir glacées. « Venez, nous le lirons ensemble, dit-elle. » Ils se retrouvèrent dans le salon, rassemblés comme devant un autel. Marcus tenait l'enveloppe, ses doigts ne vacillèrent pas. Il l'ouvrit avec une lenteur sacrée et en sortit une page unique. Les mots, imprimés avec la froide rigueur d'un rapport, occupaient l'espace et semblaient soudainement peser plus qu'ils n'auraient dû. Marcus lut à voix haute, comme si la lecture elle-même pouvait adoucir la vérité. Comparaison génétique, indice concordant, probabilité de relation 99,98%. Il posa la feuille. Ils écrivent aussi « Parenté détectée entre l'échantillon de Mademoiselle Clara et l'échantillon extrait d'ADN contenu dans l'archive du manoir, échantillon de descendance présumée. » Le silence qui suivit fut épais, chargé d'une musique ancienne, la musique des choses qui retournent à la lumière. Puis, doucement, Clara se leva. Ses jambes, jusqu'alors immobiles, la portèrent vers la fenêtre. Dehors, l'hiver retirait encore ses doigts du jardin, mais dans l'air, il y avait une clarté nouvelle. « Alors, dit-elle, avec une voix qui n'était plus la même qu'au début de la semaine, « alors, je viens d'ici. » Marie sentit sa gorge se nouer. Les larmes vinrent, d'abord pour Clara, puis pour Hélène, puis pour toutes ces vies que l'on avait essayé de fermer dans des enveloppes et des morceaux de bois. « Nous avons un travail à faire, dit-elle. »